כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et une Alia Story bien particulière puisqu'il s'agit aujourd'hui de parler de Elie Bodbol. Bonjour Elie. Bonjour. Alors peut-être que ceux qui nous regardent se disent mais pourquoi elle est tellement particulière cette Alia? Tout simplement pour ça, on va écouter tout de suite. Alors est-ce que c'est normal qu'on entende cette chanson? C'est un peu normal, oui. C'est une des premières chansons des Shevatim. Okay. C'est normal, oui. Une des premières créations. Ça remonte aux années 79. Donc 79, c'est juste un an après la création des Shevatim. Oui, tout à fait. C'est le premier 33 tours des Shevatim. C'est Torah Tzivalanu, c'est tous les hits bien connus aujourd'hui. C'est Gam Gam, c'est Laquelle Barour. On va en parler. Alors vous êtes en Israël tout fraîchement arrivé. Ça fait 2 mois que vous êtes là. Ça fait 2 mois. Baruch Hashem. Et on est ravis d'accueillir le chanteur, le compositeur, comment vous dire, celui qui a révolutionné un peu la musique, en tout cas, qui a apporté des paroles un peu de Torah en musique, qui a mis en musique à l'époque. Nous, on était gosses et c'était tout à fait nouveau. C'est vrai que ça a bercé toute une génération, plusieurs même. Plus qu'une génération, puisque mon dernier groupe de Shevatim que j'ai laissé à Paris, ce sont déjà les enfants des premiers Shevatim. Ce sont les enfants des premiers Shevatim qui chantent aujourd'hui avec moi. Donc ça a parcouru quelques générations. Donc Elie Bodbol, le créateur des Shevatim. Alors vous n'êtes pas seulement le créateur, et ça les gens ne le savent pas. Ce qui est incroyable, c'est quand on entend vos chansons, on a l'impression que c'est peut-être du Karl Bach revisité, que ça a existé. C'est tellement connu que on oublie complètement, parfois on ignore même que ce sont des compositions originales que vous avez créées. Mais c'est peut-être ça, peut-être que c'est ça, la force et la réussite. Je dis toujours que dans ma propre communauté, où vous étiez de Boulogne. Oui, vice-président de la communauté de Boulogne depuis plus de 20 ans. Et je suis persuadé que dans ma propre communauté, lorsqu'ils chantent Simatov ou Mazatov ou Laquelle Barour, quelques-uns savent évidemment, mais pas tous. Bon, mais c'est bien comme ça. Ça veut dire qu'ils se sont appropriés ces chansons. Aujourd'hui, elles font partie du patrimoine. Tant mieux, Baruch Hashem. Combien d'albums vous avez composés? Une bonne dizaine. Il y a 100 chansons qui ont été enregistrées et ce sont mes compositions originales. Toutes, incroyable. Toutes. Il y a une exception ou deux. À une exception ou deux près, ce sont mes compositions, c'est ce qui m'habite. Mais alors, pourquoi avoir choisi de mettre en musique des paroles de Torah? C'était un ancien hasard ou pas? Non, pas du tout un hasard. D'abord, je ne crois pas au hasard. Non, je suis un ancien Bachor Yeshiva, donc j'ai passé mon bac à l'Yeshiva. J'ai passé 5 années à la Yeshiva, mais 5 années pleines et entières à étudier. Quand on dit étudier jour et nuit, c'était pratiquement ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, je continue. Quelle Yeshiva vous étiez? Échelle, à Strasbourg. Okay. À Strasbourg. Aujourd'hui, je continue En fait, depuis que j'ai quitté la Yeshiva, je n'ai pas cessé d'enseigner la Torah. J'enseigne depuis 40 ans, de l'étudier et de l'enseigner. Et donc, il m'a paru, compte tenu de ma passion pour la musique, parce que je suis vraiment un passionné. Enfant, haut comme 3 pommes, je tapais sur tout ce qui était là, parce que le rythme dans la peau, la musique, je suis entouré d'instruments de musique. Je dis toujours que mon décor, pour que je me sente en harmonie avec moi-même, il me faut absolument dans mon décor des livres de Torah et des instruments de musique. C'est indispensable, sinon je sens une disharmonie
interne. Alors, vous avez quand même un parcours atypique parce que, certes, vous êtes un grand compositeur. Vous avez, on l'a dit, plus de 100 titres à votre actif. Mais vous êtes aussi un médecin psychiatre. Et oui. Ça paraît fou. Aussi. Et à plein temps. Il n'aurait pas fallu dire ça à mes patients qui ne savaient pas que les Shevatim existaient. En même temps, c'est bien. Pour eux, j'étais un psychiatre à temps plein. Et alors, il arrivait ces derniers temps, parce que c'est le résultat des réseaux sociaux, etc. Il arrivait qu'en Normandie, où j'avais mon cabinet, il y a un patient qui me dit « Mais vous savez, je savais pas que vous étiez chanteur et vous faites de la musique, etc. etc. » Moi, j'étais là à essayer de contenir un peu parce que je n'avais aucune envie de me mettre à parler de mes compositions. Donc vous aviez etc. 2 vies parallèles, on va dire. 2 vies parallèles. Mais bien compartimentées. Tout à fait. Voilà, un peu schizophrène, quoi, en fait. En même temps, pour un psychiatre, c'est bien. Oui, une schizophrénie de ce type, c'est bien. Moi, j'appelle ça avoir beaucoup de patients, avoir des patients multiples. Patients multiples. C'est pas de la dissociation, c'est au contraire de l'addition. C'est avoir des patients multiples et c'est comme ça que je conçois une vie. Alors, pourquoi vous avez tellement tardé à venir ? Parce qu'en même temps, chanter des paroles de Torah, accompagner des générations d'enfants. Certains ont fait votre aliyah avec vos chansons, ont changé, sont devenus religieux. Pourquoi tant de temps ? C'est très intéressant. Votre question est très intéressante parce que la plupart du temps, les personnes qui me posent la question inverse. Ils me disent « Elie, on ne comprend pas très bien. Pourquoi tu t'en vas ?» Pourquoi tu t'en vas ? Oui, mais si on est en Israël, vous êtes arrivé à bon port, donc on vous pose la question à l'endroit. Plus que ça. J'ai été contacté ici par un hôpital psychiatrique dont je ne donnerai pas le nom pour y travailler. Je rencontre le chef de service. Il se trouve que c'est un Chabad. Et il m'a dit qu'est-ce que tu fais là ? Un francophone ? Non, pas du tout. Israélien. Pas du tout israélien. Et quand je lui ai dit que je faisais ma aliyah parce que la Torah Rav Kook, etc., il m'a dit, mais si vous me dites que vous donniez des cours, que vous étiez responsable communautaire, etc., mais il fallait surtout pas venir. C'est une mitzvah de rester pour sauver les Juifs qui sont en dehors. C'est un discours complètement inverse à l'idée que j'ai de la Aliyah, à l'idée que j'ai du Ben Israël qui doit se réaliser au sein de sa nation, une nation qui est en train de renaître. Il y en a qui attendent, j'ai toujours cette image, je dis toujours, il y en a qui continuent à attendre à Brooklyn ou à la rue Pavée, qui attendent le Mashiach en regardant de temps en temps par la fenêtre pour savoir s'il n'y a pas un petit homme qui est sur un âne qui arrive et on va tous applaudir la venue du Mashiach. C'est pas du tout ma vision des choses. Le processus, le Mashiach, c'est un processus. Le processus messianique est lancé. Alors, le processus messianique est lancé. Oui. Ok, mais quand même, je vous repose ma question. Oui. Pourquoi avez-vous tant tardé ? Vous avez eu un déclic ? Oui, j'ai un déclic. J'ai eu un déclic avec la découverte. Il y a 6, 7, 8 ans maintenant, la découverte de ce qu'on appelle Torah Rav Kook, c'est tout l'enseignement du Rav Kook qui a vraiment été pour moi. Vous savez que les livres du Rav Kook s'appellent Orot. C'est Orot HaTshuva, Orot HaTriya, etc., etc. C'était vraiment une lumière, une autre vision sur le judaïsme. Ça a changé votre conception Complètement. Ça a complètement changé. C'est-à-dire que alors qu'avant, comme beaucoup, je dirais la grande majorité des Juifs de France et de la Galoute en général, pour eux, Eretz Israël, c'est une espèce de cerise sur le gâteau. Eh bien, à travers l'étude du Rav Kook, je me suis rendu compte que c'était loin d'être la cerise sur le gâteau. C'est le centre, c'est le noyau, c'est l'essentiel du gâteau. C'est l'essentiel du gâteau. Okay. Voilà. Donc, c'est ça qui vous a déclenché Il n'y a pas d'autre raison. Vous l'étudiez depuis combien de temps ? Depuis tout au plus une dizaine d'années, je l'étudie et je me suis fait fort de propager un peu la pensée du Rav Kook dans ma communauté. Et chaque fois que j'ai pu, puisque j'étais de temps en temps invité sur Academ pour donner des cours, donc j'ai chaque fois profité pour rapporter des enseignements du Rav Kook pour bien expliquer qu'un Ben Israël, un juif, ne peut se réaliser pleinement qu'en Eretz Israël. Et pas simplement pour lui, mais au sein de la nation d'Israël. Il faut être connecté à Eretz Israël pour pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire notre mission qui est
d'être la locomotive de l'ensemble de l'humanité. Et ça, on ne peut pas le faire autrement qu'en étant connecté à Eretz Israël. Alors, comme on aime le dire, il faut comprendre son pourquoi on monte en Israël avant de trouver son comment on monte en Israël. Apparemment, vous avez trouvé le vôtre et c'est tant mieux, on est content pour vous. Maintenant, j'aimerais revenir à votre vie, puisque vous êtes là pour nous raconter. On aime bien, à travers les parcours d'Alia, peut-être ça fait écho à d'autres qui vous écoutent et découvrir un peu des gens qu'on a côtoyés avant. Alors vous, pour le coup, on vous a pas côtoyé physiquement, mais on a profité de vos chansons. Comment vous composiez vos chansons? C'était quoi? C'était la nuit, parce que le jour vous étiez psychiatre. La nuit. Alors, je me suis toujours, depuis l'ouverture de mon cabinet, je réservais la journée du mercredi. Pour la musique? Non, pour l'étude de la Torah, pour la musique, pour être avec mon épouse, pour aller au restaurant, pour dépenser un peu d'argent que je gagnais pendant le reste de la semaine, etc. Donc j'avais une journée libre. Et il faut savoir, j'ai toujours dit, dans une très ancienne émission, la question m'avait été posée, où trouvez-vous le temps, puisque vous faites ça. Et j'ai dit que moi, j'étais plutôt un voleur de temps. Je n'attends jamais d'avoir le temps pour faire quelque chose. Je prends le temps. Je vole le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me dire demain je vais composer. Non. Et je rentre chez moi, je me mets au piano et ça peut sortir. Je prends ma guitare et ça peut sortir. C'était un grand succès dans les années 80. Et lorsqu'on voit la France d'aujourd'hui, avec ses relents d'antisémitisme, avec ses actes antisémites catastrophiques, on va dire. À l'époque, vous passiez à la télévision, vous chantiez en hébreu. Oui. Et c'était tout à fait accepté. Ou c'était... On s'était accepté. On a fait des émissions de télévision. C'était accepté. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, ça ne serait pas possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Je n'en suis pas sûr. Moi, j'ai un rapport par rapport à l'antisémitisme, etc., qui est un peu plus nuancé. Je pense que je ne traduirai pas. Il y a une halakha, Esav sonnait l'Israël. On a un cours de Torah. Voilà. Mais ceci dit, moi, dans ma vie, vous n'avez pas subi à l'époque, c'est sûr que non. À aucun moment, je n'ai subi l'antisémitisme, ni au niveau professionnel. Pourtant, je n'étais pas du tout dans un milieu juif. Mon cabinet était en Normandie, dans l'Eure, oui, avec une belle mezouza à l'entrée. Et ceux qui voulaient essayer de comprendre, c'était pas difficile de savoir qui j'étais, avec ma petite barbe, avec des livres de Torah derrière moi, etc. Vous savez très bien où mettez les pieds, vous n'avez pas subi. Jamais un mot de travers, jamais un mot déplacé. Mais évidemment, je connais l'histoire des Juifs de France et je sais qu'il y a des lieux où il n'était pas question de marcher avec une kippa. Alors que moi, j'ai toujours circulé dans Paris, dans Boulogne, etc. Et ça a changé. Avec une kippa. L'époque a changé. Certainement. Alors, on a un titre qu'on aime bien, que vous avez créé. Et on a l'impression, alors là, celui-là, pour le coup, il a été joué partout. Ça s'appelle Gam qui est l'air. Et c'est incroyable parce que quand on entend, on pense pas aux Shevatim, quoi. Ok, il y a les Shevatim qui chantent, mais on pense pas que c'est vous, quoi. Oui, on est persuadé que c'est existe, que c'est un truc. Il y en a qui l'ont pensé. Je vais vous raconter une anecdote. On va écouter d'abord Gam qui est l'air. On va vous voir aussi à l'époque. Je crois que c'était dans les années 1980. Une histoire incroyable, parce que vous êtes même parti en Italie avec ce titre. Tout à fait. Et vous m'avez confié qu'on joue Gam qui est l'air encore aujourd'hui, en tout cas par bribes, dans les stades italiens. Dans les stades de foot. Non, mais c'est dingue. Ce sont des milliers de personnes qui chantent la 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 la. Aujourd'hui, ils disent la la la. Mais au temps où Gam Gam était sorti en Italie, ils chantaient tous en hébreu. Gam 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 qui est l'air. Oui, ils chantaient sans rien comprendre.
comprendre ce qu'il disait. Racontez-nous, comment vous êtes arrivé en Italie? Je suis arrivé en Italie très simplement. Une productrice de films italienne. Encore une femme. Oui, encore une femme. M'a téléphoné pour me demander les droits pour pouvoir insérer Gam Gam dans un film qui traitait de la Shoah. Et donc, j'avais donné l'autorisation et on avait même rechanté, je dirais presque un peu moins bien que les Shevatim parce qu'il n'y avait pas tout l'orchestre derrière, etc., pour les besoins du film. Donc, on a rechanté Gam Gam. Pour la sortie du film en Italie... Vous avez fait la promo. Voilà. On a fait la promo, on nous a invités à passer en direct sur la Rai Uno, en direct, la première chaîne de télévision italienne, et on a interprété Gam Gam, et il y avait un public, etc. C'était un très très grand succès. Quelques jours après, la productrice me téléphone pour me dire parce que vous avez fait un succès terrible et maintenant vos disques se vendent, etc. Je dis mais j'ai rien fait moi en Italie, j'ai pas sorti de disque. J'ai pas sorti de disque en Italie. Il me dit mais comment, c'est pas possible, on n'entend que vous partout. Dans les radios italiennes, en hébreu. Donc j'ai mené rapidement mon enquête et il s'est avéré qu'il y a 2 DJ qui étaient devant la télé ce soir-là, italienne, qui ont dit ça, c'est un tube. Donc ils ont rajouté une grosse caisse derrière, bam, 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 voilà. Et ils ont sorti Gam Gam. Quand je suis allé avec mon avocat, on a fait l'expérience d'entrer chez un disquaire. On a dit, est-ce que vous connaissez Gam Gam? Si, bien sûr, Gam Gam. Est-ce que vous pouvez nous montrer un disque? Il nous a sorti une dizaine de disques où c'était compilé. Gam Gam, ils ont fait ça en pop, ils ont fait ça en flamenco, ils ont pris Gam Gam, ça a été vendu à des millions d'exemplaires et classé numéro 1 des clubs dans toute l'Italie. Des clubs, des discothèques, oui, des boîtes de nuit. Des discothèques. Et bien sûr, ça a donné lieu à un procès. Puisque c'est... Bon, oui, ok. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas devenu riche avec. Non, mes avocats, oui. Mais bon, vous avez rétabli la vérité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le mal était fait, mais c'est la vie. Et allez savoir, peut-être que ça a réveillé quelques neshamot, quelques âmes en Italie. En Italie, on ne sait pas. Tout à fait. Comment vous choisissiez vos chansons? Oh là là. Ce sont des chansons qui me choisissent en général. C'est quoi, c'est un éclair, ça jaillissait oui, voilà. Ça jaillit comme ça, ou je suis en train d'étudier, ou de faire ma tfila, ou de lire des télim, puis il y a une phrase qui résonne particulièrement dans mon esprit, et je la mets en musique. Alors, et vous avez appris la composition ou c'est naturel? Je suis allé au conservatoire quand j'étais petit, après j'ai laissé tomber tout ça. D'accord, et je suis un touche à tout au niveau des instruments de musique. Mais la composition en elle-même, c'est autodidacte. Non, autodicte en composition, mais bon. C'est quoi le plus beau souvenir? C'est les débuts, toujours. C'est vrai? Oui, c'est la création des Shevatim, c'est une aventure. On n'imagine pas. Ça n'avait jamais été fait en France, qui est un groupe d'enfants qui se mettent à chanter des compositions originales avec un grand orchestre, qui fassent des disques, des galas, des représentations. On a fait beaucoup. On a beaucoup tourné. Et ça, on le sait moins, mais on est passé il y a quelques années. Et ça, j'ai le DVD, je vous l'offrirai un jour. On est passé à l'Élysée. On a chanté à l'Élysée devant Sarkozy et Shimon Peres dans un dîner d'État, ce qui n'était jamais arrivé. Le chef du protocole m'a dit, on n'a jamais fait venir des musiciens ou des chanteurs pour un dîner d'État où il y a tout le gouvernement, des invités choisis, etc. Il y avait les Shevatim qui étaient là pour la première réception en dîner d'État de Shimon Peres en tant que président de l'État d'Israël par Sarkozy. Alors, qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là d'être face à Shimon Peres et Sarkozy lorsqu'on est un juif de France? On ressent une fierté extraordinaire et on ressent le fait de... on est fier parce qu'on représente en même temps les juifs de France, puisqu'on a été choisi pour ça, mais on fait le lien. On a chanté en hébreu à l'Élysée. Et je vais vous raconter. J'ai demandé au chef du protocole, est-ce que vous pensez que les gens vont se mettre à taper des mains? Parce que moi, j'ai besoin de savoir si je dirige de façon très classique ou si je dirige de façon avec beaucoup d'enthousiasme. Il m'a dit, vous savez, monsieur, ici, c'est jamais arrivé quand on vient de chanter. Je ne sais pas quoi vous dire. Non, mais ceci dit, si le président Sarkozy
se met lui à taper des mains. Je suis sûr que tout le monde va suivre. Je vous dis pas, à la 3e mesure, gam, 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 il s'est mis à taper des mains. Alors c'était tout le monde était enjoué. Vous avez mis le feu à l'Élysée, on vraiment, peut le dire. Les Shevatim ont mis le feu à l'Élysée. Hashem. Voilà. Hashem. Vous avez chanté quoi comme chanson? Gam, gam. Et puis et alors, vous connaissez la chanson des choristes. Oui. Vois sur ton chemin. Je fais une version. Le film de Christophe Baratier. Voilà. Ouais. Alors j'ai fait une version hébraïque. De cette chanson. J'ai écrit des paroles en hébreu et nous avons chanté ça en hébreu, français, hébreu. C'est sur nos disques, sur un de nos CD. Il y a les Shirou Yeladim. Alors, on sait que vous avez vécu de nombreuses aventures. On peut citer quelques chansons. Je ne sais pas si on les a en audio peut-être. Non, on les a pas. C'est pas grave. Laquelle Barour, Siman Tov, Bar Mitzvah dans la joie. Enfin, ça fait sourire, mais tout ça, c'est vous, quoi. C'est fou. C'est alors, Hashem, la question. Évidemment que tout le monde attend, j'imagine, c'est est-ce que les Shevatim made in Israël vont exister? Bezrat Hashem. Moi, oui, je pense que ça va se faire. Mais comme je dis, là, je suis en train de poser un peu mes valises. 2 mois, ça fait court en même temps. Vous êtes vraiment très fraîchement arrivé. Mais je sens bien que ça fait partie de ma vie. Donc psychiatrie, de la psychiatrie aussi fera partie de votre vie? Également, certainement avec une dose moindre. C'est-à-dire que je vais moins travailler, je vais plus étudier, c'est sûr. Et puis être proche de mes enfants, mes petits-enfants qui sont, voilà, bien mérité, c'est sûr. Tout le monde est là. C'est une victoire, ça aussi. Oui, c'est jamais par hasard. Jamais par hasard. Les choses se sont construites. C'est peut-être... c'est ma vision de l'éducation et c'est certainement comme ça que l'on peut parler d'éducation. C'est une construction et on voit les résultats au bout. C'est pour ça que c'est pas par hasard. Quand on dit que les enfants ont tiré les parents, non. Pour que les enfants se retrouvent en Israël, c'est qu'ils ont baigné. Ils ont été bien nourris. Voilà, ils ont baigné dans un... ils ont été surtout bien élevés, pas que nourris. Hashem. Bon, écoutez, c'était très sympa de vous avoir. C'était un plaisir pour moi, c'est la première émission en Israël. Voilà. On espère vous revoir, on espère vous recevoir lorsque les Shevatim israéliens seront créés, et puis on vous souhaite que ce soit rapidement. Hein. Le rendez-vous est pris. On va finir en musique, même si on l'a déjà entendu, c'est pas grave. Ça nous fait toujours plaisir et chaud au cœur. Ça nous rappelle notre enfance, il faut bien le dire. Je crois que je ne suis pas la seule. Vous devez être nombreux à penser comme moi. Merci beaucoup d'être venu. Et Baruch Haba, comme on dit. Bienvenue en Israël. Toda Rabba. De rien. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.